Amis des données de qualité et du retail, bonjour, bienvenue pour un nouvel épisode de nos Custo Questions. Je m'appelle Sébastien Beuys, je suis le fondateur de Fridelity en Belgique et nous proposons au retail une solution sous le nom de Custocentrix. Donc pour cette nouvelle question, je suis accompagné comme d'habitude de Eric. Bonjour Eric. Bonjour Sébastien, bonjour tout le monde. J'espère que tu vas bien et aujourd'hui, je suis sûr que tu auras un grand sourire car nous allons parler d'un sujet que je vais même pas dire adoré, c'est même pas, c'est encore bien trop faible, les zones de chalandise. Alors, qu'est-ce que tu peux nous dire pour aborder le sujet des zones de chalandise? Qu'est-ce que c'est? Eh bien, je vais commencer par vous demander un petit peu d'imagination. Pourquoi? Parce que ce que je vais vous montrer, c'est pas le résultat d'un réseau réel, c'est le résultat d'un réseau simulé grâce aux outils que vous avez développés, Sébastien, pour reconstruire la réalité d'un réseau de distribution au départ de comportements de consommateurs. Alors, ce que vous voyez à l'écran ici, en fait, c'est un réseau de distribution simplement pour lequel j'ai été choisir les localisations des principaux shopping centers en Belgique. Et donc, chaque petite pointe ou épine ou épingle que vous voyez sur la carte, c'est un des principaux shopping centers en Belgique. Et donc, on va regarder un petit peu la problématique des zones de chalandise de ces shopping centers grâce aux travaux de simulation que vous avez faits et qui émulent vraiment ce qu'un point de vente représente dans la réalité. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une zone de chalandise? C'est une zone de proximité géographique d'un point de vente et qui forme ce qu'on appelle son marché local. C'est-à-dire qu'on va se préoccuper de la demande locale, de proximité, on va se préoccuper de l'offre, c'est-à-dire de l'ensemble des concurrents, qu'ils soient de la même enseigne ou qu'ils soient de même nature ou qu'ils soient des concurrents, et du positionnement concurrentiel, c'est-à-dire de la force relative du point de vente qu'on va analyser par rapport à ses concurrents internes et ou externes. Donc c'est ça la zone de chalandise. C'est une zone de proximité géographique que vous considérez comme étant un marché local d'un point de vente. Oui, donc ça c'est effectivement la définition, mais le nom de notre société, comme tu le connais très bien, parce qu'on en a beaucoup discuté à l'époque, Eric, c'est Custocentrix. Custocentrix, c'est donc, évidemment, vous l'avez compris, centré sur le consommateur. Et la zone de chalandise, bah, c'est fortement centré sur le commerçant. Et donc si on se mettait un peu dans la peau du consommateur, en fait, parce que c'est lui qui vient acheter en magasin. Mais en voilà une excellente idée, Sébastien. Et donc, mettons-nous effectivement dans les chaussures, dans les pompes de nos consommateurs et regardons un petit peu qu'est-ce qui, fondamentalement, impacte ses choix, impacte ses choix de déplacement et impacte ses motivations. Et donc, imaginons qu'on doit faire un achat, par exemple une jeune mère de famille qui va vouloir faire des achats pour son enfant. La question qu'elle se pose, c'est où est-ce que je vais me rendre? Et donc, qu'est-ce qui va influencer le choix de la destination qu'elle va prendre? Mais bien sûr, ce sont ses habitudes de déplacement et de fréquentation, d'où l'importance d'être dans la tête et dans le top of mind des consommateurs qui font partie de notre base de clientèle. La deuxième, c'est sa connaissance de l'environnement de proximité et puis ses affinités à elle. C'est évident que si vous êtes en vacances, vous allez sur un lieu de villégiature, vous n'avez pas la même connaissance du territoire que quand c'est à côté de votre domicile, et donc vos réflexes vont être probablement un petit peu différents lorsque vous rendez pour la première fois sur un nouveau lieu de résidence où vous allez rester pendant 15 jours. Troisième aspect, le bouche à oreille, ne l'oublions pas, c'est la meilleure des publicités, c'est la moins chère. N'oublions pas non plus qu'il y a des moteurs de recherche et que de plus en plus de consommateurs commencent leur parcours d'achat par faire une recherche sur le web. D'où, rappelez-vous, l'importance du store locator sur votre site web et de pouvoir rapidement indiquer à chaque consommateur quel est le point de vente le plus proche de l'endroit où il se trouve et, le cas échéant, de lui indiquer la route pour s'y rendre. Enfin, le balisage, c'est un des traditionnels de la distribution. Faites attention à votre balisage quand un consommateur est sur un trajet. Retrouvez les petits points d'attention visuelle qu'il ramène sur la bonne route, c'est important. La promotion, évidemment, la notoriété et l'image, la facilité et le confort, c'est super important. Imaginez-vous que vous n'avez pas de parking, que vous avez des heures d'ouverture qui sont plus restreintes, eh bien, ça va influencer fortement le comportement du consommateur dans ses choix. Par exemple, la problématique de l'ouverture du dimanche, ben, ça va influencer le comportement du consommateur. Et puis, il y a des freins et des frictions.
Et ces freins, c'est notamment la distance à parcourir. Et c'est ça qu'on va regarder, si tu veux bien, Sébastien, un petit peu. Bien sûr, je veux bien qu'on regarde. Et d'ailleurs, je suis très content que tu aies mis plein de photos. Je vois que tu as donc de jolis pieds. Merci de te prêter à toutes, voilà, à toutes ces facéties pour nos custo questions. À propos du store locator, hein, si je peux une petite information, il y a deux choses qui sont les plus importantes quand quelqu'un visite un site web. La première des choses, c'est le numéro de téléphone de l'enseigne. Et la deuxième chose, c'est son adresse. Donc voilà, c'est presque les deux choses que vient voir un consommateur sur un site web, c'est où il est et comment je l'appelle. Donc ces informations doivent vraiment être visibles sur le site web. Mais donc on en revient à ces fameuses zones de chalandise et à ces distances. Très bien. Bien, Sébastien, si tu montres le slide suivant, j'ai pris le point de vue d'un consommateur qui habitait à Bruxelles. Vous vous souvenez que sur Bruxelles, j'ai représenté les principaux shopping centers. Donc, à droite, vous avez Woluwe Saint-Lambert, puisque j'ai placé mon consommateur à Scarbeck, Place Plaski. Au-dessus, vous avez Docks. Et à gauche, vous avez City 2. Et donc, un consommateur, quand il connaît sa ville, il connaît probablement ses 3 lieux de destination potentiels. Et donc, qu'est-ce qui fait qu'il va choisir de partir plutôt vers le Woluwe Shopping Center, plutôt vers Docks ou plutôt vers City 2? Ça, c'est pour un consommateur. Mais comme on vous l'a expliqué dans une présentation précédente, nous, quand on veut modéliser un marché, on a besoin de données de référence. Et ces données de référence, elles sont par secteur statistique, c'est-à-dire par petite entité surfacique qui rassemble un nombre de consommateurs. Et donc, parmi des gens qui habitent dans un même secteur statistique, il y a une probabilité qu'une part aille à droite, une part aille au-dessus et une part aille à gauche. Et un des facteurs principaux qui mesure cette propension à aller à droite, en haut ou à gauche, c'est la distance. C'est pour ça que je vous ai mis dans les 3 flèches le drive time qui se trouve entre chacun des points de vente illustrés sur cette carte. C'est ça la problématique du point de vente ou plutôt des choix de déplacement. Et on va voir maintenant, quand on retourne la chaussette et qu'on ça du point de vue du point de vente, comment est-ce qu'on arrive à prendre en compte cette problématique de distance. Et on va arriver sur un modèle que tu adores, hein, proche de la pomme qui tombe de l'arbre, le modèle gravitaire. Est-ce que tu peux nous expliquer qu'est-ce que le modèle gravitaire? Parce qu'on va pas manger des pommes dans ces questions. Ben non. Ben bon, je vous ai dit, la distance a un impact important sur le comportement du consommateur. Donc on s'attend à ce que plus un consommateur réside loin d'un point de vente, moins de la probabilité qu'il fréquente le point de vente est élevée. Et deuxièmement, je vous ai expliqué que on travaillait avec des secteurs statistiques, que par secteur statistique, on connaissait une population, que par définition, grâce à des outils comme Custocentrix, on connaissait son nombre de clients, et donc on était à même de calculer pour chaque secteur statistique un taux de pénétration, c'est-à-dire un ratio entre le nombre de consommateurs ou le nombre d'adresses connues dans notre base de données de consommateurs et la population qui réside dans le secteur statistique en question. Et ce que vous voyez affiché à l'écran, c'est un graphique où sur l'axe horizontal, on a le temps de déplacement en minutes et sur l'axe vertical, le taux de pénétration. Et au milieu, on a une courbe, une forme de sigmoïde qu'on a représentée comme ça et qui montre l'effet décroissant du taux de pénétration en fonction de la distance. Ce qu'il faut simplement dire, c'est que la probabilité de recruter un consommateur quand on est proche du point de vente, elle est nettement plus élevée. Et donc, quand on fait tourner ce genre de modèle autour d'un point de vente, mais on va l'illustrer, on va pouvoir découper une zone de chalandise primaire, une zone de chalandise secondaire et une zone de chalandise tertiaire. Et puis, on va pouvoir observer le reste, c'est-à-dire ce qui se trouve hors zone. Et vous regardez, quand je vous ai fait ce schéma, il est très schématisé, mais on va le regarder dans une distribution réelle de taux de pénétration pour un point de vente de notre exemple. Vous voyez que la zone primaire, quelque part, elle essaye de rassembler l'ensemble des consommateurs qui se trouvent dans une zone où l'effort ou le résultat de pénétration est plus ou moins équivalent. Puis on a un grand toboggan descendant, c'est la zone secondaire, où
il y a une continuité par rapport à la zone primaire, mais le taux de pénétration va baisser rapidement. Et puis enfin, on va arriver dans une zone tertiaire où le taux de pénétration est nettement plus faible et où on va pouvoir aller chercher des consommateurs qui restent à proximité du point de vente, mais qui viennent de beaucoup plus loin. Et donc, sur le graphique ici, on est aux alentours des 40 minutes de drive time. Et c'est logique quand on connaît l'attractivité de certains centres commerciaux que des consommateurs fassent 40 minutes de temps de trajet en voiture pour se rendre dans un point de vente, ou plutôt ici dans un shopping center. Alors, voici maintenant la représentation cartographique, si tu veux bien la montrer à l'écran, qui montre cette zone primaire, cette zone secondaire et cette zone tertiaire autour du shopping ici qui est basé à Saint-Nicolas. Et donc, on voit bien comment ça se passe. Voilà, ça c'était déjà une première étape maintenant, Sébastien. Oui, Eric, donc tu nous as montré la théorie, mais maintenant dans la pratique, ça ressemble à quoi pour un magasin? C'est une courbe qui est tout aussi jolie, c'est un petit peu différent. Est-ce que tu as quelques cas concrets, même tout aussi en démo, mais qui ressemblent très fort à de la réalité pour nous l'illustrer? Bah oui, si tu veux bien avoir la gentillesse d'afficher le slide suivant, Sébastien, on va l'illustrer. Donc vous vous rappelez les deux axes de ce graphique. En horizontal, le drive time, en vertical, le taux de pénétration. Et puis j'avais découpé en trois couleurs, les verts, les oranges et les rouges. Et puis j'ai rajouté ici les gris en appelant ce que nous on dénomme le hors zone. Et vous retrouvez la forme de cette sigmoïde quelque part dans ce graphique-là, mais c'est un peu plus fou parce qu'il y a des points qui se répartissent au-dessus et en dessous. Et vous vous dites, mais c'est quoi ces points? En fait, ces boules, chaque point, chaque boule, c'est un secteur statistique. Et que représente la surface de la boule? Ça représente la population qui y réside. Et donc, je peux voir dans la zone primaire une boule qui est assez bas par rapport aux autres, alors qu'elle est juste à 2 minutes et demie de drive time. Ben c'est un endroit où le point de vente n'a pas réussi à exercer son attractivité, alors que toute chose étant égale par ailleurs, normalement, il devrait pouvoir avoir le même type de performance qu'à l'égard des secteurs statistiques qui se trouvent plus haut. Donc, vous voyez cette courbe sigmoïde qui se dessine avec une forme de répartition autour de la courbe théorique de ces secteurs statistiques qui montrent que, en fait, une courbe telle que je vous l'ai présentée juste avant, ce n'est jamais que le résultat d'une modélisation, de l'observation d'une donnée réelle. Et quand on prend cette courbe pour un grand nombre de points de vente, ben on va pouvoir estimer quels sont les paramètres qui font que la pente de décroissance est plus importante dans tel environnement, que le plateau horizontal au début de la sigmoïde est plus profond ou pas plus profond. Enfin, ce sont des paramètres que les modélisateurs apprennent à manipuler en observant la variation et la variance qu'il y a entre les différents points de vente. Alors voilà, on a fait le petit tour d'une partie un peu théorique. Après se pose la question, Sébastien, de quels sont les outils qu'on va devoir utiliser pour mettre en œuvre tout ça? Quels sont les outils? Les outils, il y en a plein, dont évidemment, comme on fait ce podcast, c'est Custocentrix. Mais la première question avec les outils, c'est de quoi on a besoin comme données pour pouvoir le modéliser? Exactement, on va regarder ça un petit peu en détail si tu veux bien. C'est un peu comme une recette des cuisines. On va parcourir un petit peu les ingrédients qui sont nécessaires. Et donc, tu peux me présenter, si tu veux, le slide suivant, dans lequel on va voir apparaître les différents ingrédients 1 à 1. Le premier ingrédient, vous l'avez déjà vu, c'est un système d'information géographique qui permet de représenter de la donnée sur une carte. Le second ingrédient, on l'a déjà expliqué plusieurs fois, c'est la capacité à géolocaliser chaque consommateur. Alors, vous le voyez ici sur la carte, chaque petite icône verte, c'est en fait un consommateur dont on a localisé l'adresse le long de l'axe de la rue dans laquelle il réside. Alors, imaginez un réseau avec 3 millions ou 4 millions de consommateurs, c'est beaucoup de travail pour un ordinateur que d'arriver à calculer les latitudes, longitudes de tous ces consommateurs et de les positionner sur une carte. Et c'est grâce à la performance des outils que vous développez, Sébastien, à leur capacité de travail en mémoire, qu'on est capable de faire ça pour des très grands réseaux. Le troisième ingrédient, c'est la capacité à faire la même chose que Google ou Waze fait pour calculer des trajets, c'est-à-dire de calculer le trajet en temps de déplacement entre chaque consommateur et le ou les points de vente qu'il fréquente.
Alors, on a déjà un grand nombre de consommateurs, on a des consommateurs qui fréquentent plusieurs points d'une même enseigne, et en plus de ça, il faut aller calculer les temps de trajet pour l'ensemble de ces paires de consommateurs, enfin de ce couple origine-destination entre consommateurs et des points de vente. Ça fait vraiment beaucoup de calculs, et donc je suis très admiratif de voir ce que vous arrivez à faire à tous ces ordinateurs. La quatrième composante, c'est ces fameuses notions de secteur statistique. Donc, ce sont ces petites surfaces et combinées avec cet algorithme de calcul de distance qui permet d'émuler le drive time et donc de calculer le drive time par rapport à chaque secteur statistique. Donc, la zone en gris que vous voyez sur la carte ici, en fait, c'est l'ensemble des secteurs statistiques qui se trouvent à moins de 20 minutes drive time du centre commercial qu'on a observé, qu'on a regardé dans la première partie de cette présentation. Alors, le dernier ingrédient, eh bien, c'est la capacité à calculer des informations relatives et à les représenter sur cartographie. Et quand je parle de données relatives, c'est donc le fameux taux de pénétration, mais on reviendra plus en détail quand on regardera une démonstration de la façon dont ça travaille concrètement sur le terrain, de ce qu'il en est. Donc voilà, en ce qui concerne les ingrédients de ce qui va pouvoir nous faire d'une recette, mais la recette elle-même, c'est de passer dans la visualisation de l'application. Et c'est ça qu'on se propose dans une autre session. C'est bien ça, Sébastien? Oui, tout à fait. Et donc, c'est la première fois dans nos questions où on va pas vous faire des épisodes de plusieurs heures. On a décidé de séparer une partie théorique et une partie pratique. Donc, vous avez eu toute la partie théorique et les explications sur les zones de chalandise. Si ça vous intéresse, eh bien, on vous invite à suivre le deuxième épisode qui, lui, reprendra toute la partie pratique. Alors, n'hésitez pas, évidemment, si vous avez les moindres questions, à nous contacter ou à les poser sur les différentes chaînes LinkedIn, YouTube, ou tout autre moyen de communication. Merci pour votre attention et à bientôt pour un nouveau numéro de nos Questions.